Bonjour Julia de Funès. Bonjour. C'est votre regard de philosophe et de spécialiste du travail et des entreprises que nous voulions connaître ce matin en plein débat sur la réforme des retraites. Et alors que le texte arrive aujourd'hui même en commission à l'Assemblée nationale. Hier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin expliquait dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France que, au fond, pour lui, le débat sur la réforme des retraites, c'est celui du choix de société que nous voulons. Une société de travail et de mérite, proposée par Emmanuel Macron d'un côté, face, je cite, à une idée gauchiste bobo, celle d'une société sans travail et sans effort. Est-ce qu'il a raison de poser le débat en ces termes-là ? Dans toute caricature manichéiste, manichéenne, il y a quelque chose de vrai. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des paresseux, il y aura toujours des stakhanoviste du travail. Mais ça occulte quand même une grande partie de la réalité, de la complexité du réel, qui est que le travail et le mérite, ça ne va pas nécessairement ensemble en France. Et c'est ça qui pose le vrai problème, à mon sens. C'est-à-dire que là, il pose une équivalence entre travail et mérite. Moi, je vois parfois une discontinuité dans la réalité des journées des salariés. En gros, c'est quoi le mérite ? C'est la reconnaissance à partir de certaines qualités. Or, il y a un problème de reconnaissance en France. On l'a très bien vu lors de la période Covid, mais on voit très clairement qu'il y a des gens qui travaillent énormément, qui souffrent d'un manque de reconnaissance. Je pense aux métiers dits de première ligne, au personnel soignant, etc. Et puis, il y a des gens qui ont une certaine reconnaissance et qui ne font absolument rien et qui ont des métiers très contestables, des formations très contestées. J'en avais même fait un livre. Donc, le problème, c'est que ce problème de reconnaissance, c'est pas une malveillance de la part du gouvernement. C'est, je crois, une dérive démocratique facile, insigneuse, qui consiste à dériver de l'égalité de droit, qui est un pilier démocratique, vers une équivalence de mérite. C'est très insinueux, mais ça se fait de façon assez facile. Et quand on confond l'égalité de droit et l'équivalence de mérite, on rentre dans le règne de l'indifférenciation, de l'équivalence. On n'ose plus faire des différences, on n'ose plus hiérarchiser, on n'ose plus discriminer. Vous imaginez dans une entreprise dire à quelqu'un t'as le même métier que l'autre, mais t'es payé plus parce que t'as plus de mérite. Ça devient très compliqué dans cette ère d'égalitarisation absolue. Mais cette indifférenciation, cette équivalence ne fait que niveler tout le monde. Et si on avait vraiment le cran de la reconnaissance, il faudrait avoir le courage de distinguer, de hiérarchiser, de différencier et ne pas sans cesse amalgamer les différences avec les injustices, les différences avec les inégalités. Donc la reconnaissance n'est pas fille de la bien-pensance, elle est fille du courage de distinguer. Et malheureusement, dans la démagogie égalitariste dans laquelle on tombe parfois à pieds joints, c'est très compliqué de reconnaître les métiers. Enfin, juste un dernier mot, parce que si je fais un quart d'heure sur chaque question, c'est pas possible. Mais, on va faire 3 questions jusqu'à 9h. Mais juste, vous savez, lors de la période Covid, le président avait dit il y a des métiers essentiels et non essentiels. Moi, je trouve qu'un adjectif, c'est toujours un peu casse-gueule, si je puis me permettre. Et très clairement, il faudrait repenser une philosophie du travail et du mérite et de la reconnaissance. Il y a des métiers utiles et nécessaires à la survie de la population, mais ceux-là sont très peu récompensés, très peu reconnus, très mal payés. Des métiers utiles mais non nécessaires à la survie de la population, et puis il y a des métiers non utiles et non nécessaires qui font Pensez à quoi, par exemple, les métiers non utiles et non nécessaires? Vous ouvrez les... mais il y en a une panoplie. Elle va se mettre plein de gens à dos. Vous voulez des petits noms? Il y a allez-y. des coachs en tout qui sortent de nulle part, je vous assure, qui ont des formations très contestables, qui ont un apport très contesté, des consultants en tout genre, des apiculteurs, je pense pas au miel et aux abeilles, je pense aux apiculteurs, en anglais, des cultivateurs de bien-être, des directeurs de résilience et tout ce tintouin. Il y a des métiers vraiment qui ne riment à rien et qui ont une certaine forme de reconnaissance. Et il y a les infirmières, il y a les gens en EHPAD qui sont payés une misère et qui n'ont aucune reconnaissance. Donc il y a vraiment tout un schéma de reconnaissance à repenser dans notre pays parce que c'est très injuste, me semble-t-il. Julia de Funès, on le voit, au fond, cette réforme de retraite, elle pose la question de notre rapport au travail. Toutes les études le disent, chez les Français, le regard sur le travail a changé. Ce n'est plus une priorité, ils sont prêts à moins de sacrifices pour travailler. Comment vous l'expliquez, ce changement de mentalité ? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est structurel, mais c'était vrai avant la période Covid. Mais la période Covid a accentué un peu le phénomène. C'est-à-dire qu'en gros, si je synthétise, le travail n'est plus une finalité, mais est perçu comme un moyen au service de la vie. Si je raisonne en termes générationnels, ce qui n'est jamais juste, vous pourriez toujours me trouver des contre-exemples, mais on va vite. Et c'est pour donner les deux grandes tendances. J'ai 43 ans. Pour ma génération et les précédentes, le travail était une valeur en tant que telle, était une finalité. On avait un beau boulot, on avait réussi sa vie sociale. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Vous rencontrez plein de jeunes et de moins jeunes qui disent « Moi, je travaille pour m'épanouir dans l'existence, pour me payer un voyage, pour nourrir mes enfants, pour m'acheter une maison, etc. » Comment vous expliquez cette différence entre les boomers que nous sommes et les plus jeunes ? Parce qu'en plus, par contraste, on a vu... ils ont vu nos parents... Ils nous ont vu travailler trop. Travailler trop. Ils ne veulent pas avoir une vie qui commence à 19h, une fois qu'on a fini de bosser, et voir 2 heures leurs enfants. Ils ont raison ou ils ont tort ? Alors, c'est ça. Je trouve qu'ils ont... il y a du bon et du mauvais dans chaque truc, mais je crois qu'ils ont quand même raison parce que
considérer le travail comme une finalité en tant que telle, c'est un non-sens absolu. Travailler pour travailler n'a aucun sens. Le travail n'est pas censé nous rendre heureux ? Alors attendez, c'est plein d'autres... J'ai plein de sujets. Donc le travail ne peut pas être considéré comme une finalité. Il n'a pas de sens en lui-même. Si notre travail a du sens, c'est qu'il répond à autre chose que lui-même. Gagner de l'argent, s'acheter une maison, etc. Donc le gros paradoxe, c'est qu'il y a aujourd'hui... Ça ne peut pas nous suffire. Oui. Il y a une désacralisation du travail, mais qui le constitue comme un moyen, si vous voulez, mais qui lui redonne tout son sens. Parce que considérer le travail comme un moyen, c'est lui redonner tout son sens. Le penser paradoxalement comme une finalité en tant que telle, c'est lui ôter absolument tout sens. Je repose la question fondamentale de Salia. Est-ce que le travail est là pour nous rendre heureux ? Alors écoutez, il y a une mode du bien-être, tant mieux si le travail a cet effet secondaire qui est l'épanouissement, le bonheur. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent vraiment pour autre chose qu'être épanouis, pour gagner de l'argent et répondre aux besoins les plus essentiels. Il y a eu une grande mode du bonheur en entreprise. Moi, j'ai été très critique sur cette mode-là parce que le bonheur excède, à mon sens, la sphère strictement professionnelle. C'est les exemples des entreprises type Google, en fait. Oui, où il y a eu une panoplie d'artifices bonheuristes, où vous avez les rooftops végétalisés avec les pots de miel, les tomates cerises, les baby-foot, les bocaux de bonbons, les consoles de jeux, etc. Ça n'a jamais rendu les collaborateurs heureux. Ou penser que ça peut rendre ce genre... C'est sympa d'avoir un cadre de bureau agréable, hein, mais penser que ça va rendre les gens heureux, c'est les prendre pour des imbéciles, même pas heureux, en l'occurrence malheureux, parce que vous avez vu les chiffres, on n'a jamais autant parlé de bonheur, il n'y a jamais eu autant de malheur dans les organisations. Donc c'est bien qu'il y a un problème d'aiguillage. Pour moi, le bien-être en entreprise dépend de choses beaucoup plus existentielles, la reconnaissance, la confiance, le sens et tout ce qu'on a évoqué très rapidement, et certainement pas de ces artifices bonheuristes. Vous êtes coupée toute seule, j'ai pas besoin de vous couper. Oui. Non, du coup, je vous coupe. 8h40, le fil info avec Maureen Suignard. On poursuit, si vous voulez bien, Juliette Funès dans un instant. Sur France Info, SOS Racisme propose d'interdire aux entreprises condamnées pour discrimination l'accès au marché public. Le gouvernement dévoile son plan contre le racisme aujourd'hui. 80 mesures au total, dont une visite obligatoire au cours de la scolarité dans un lieu de mémoire. En commission, les députés vont commencer à examiner le texte réformant les retraites. Le gouvernement indique que le recul de l'âge légal de départ à 64 ans n'est pas négociable. Deuxième journée de grève interprofessionnelle demain. Des perturbations auront lieu dès ce soir 19h à la SNCF. Presque aucun intercité en circulation, un TGV sur 3 et 2 TER sur 10. Après une flambée de violence entre Palestiniens et Israéliens ces derniers jours, Anthony Blinken arrive aujourd'hui sur place. Visite du secrétaire d'État américain en Israël. Il doit insister sur l'importance de maintenir le statu quo historique sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. Les supporters parisiens s'en prennent à Anne Hidalgo dans une banderole affichée hier soir. La maire de Paris qui refuse de vendre le Parc des Princes au fonds qatari propriétaire du club. Côté sportif, le PSG cale un partout contre Reims hier. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec Julia de Funès, philosophe spécialiste du travail et du monde de l'entreprise. On connaît le burn-out quand il y a un excès de travail, le bore-out quand on s'ennuie au boulot, mais il y a aussi le brown-out. La perte de sens au travail, comment c'est possible ? La souffrance liée à la perte de sens, c'est plurifactoriel, bien sûr, mais aujourd'hui, on traverse une crise de sens frappante et on pourrait l'expliquer, je prends l'explication la plus concrète vis-à-vis de l'entreprise, je crois qu'on peut l'expliquer par une technicisation accrue des tâches. La technique, c'est quoi ? C'est l'inverse du sens. Je ne dis pas que les métiers techniques n'ont pas de sens, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais la technique, quand vous apprenez une technique pour jouer du piano, vous apprenez le solfège, vous faites vos gammes, mais la finalité, c'est de jouer un morceau. Vous pouvez le faire pour tout. La technique, c'est toujours le moyen. Et vous vous rendez compte que les métiers deviennent de plus en plus techniques. Entre les métiers il y a 30 ans et les mêmes métiers aujourd'hui, c'est beaucoup plus technique. Donc, ça veut dire que l'exigence de sens, de finalité, devient plus essentielle, plus frappante. Et j'en veux pour preuve que quand les gens vous disent ce qu'ils font, il y a de fortes chances pour que vous ne compreniez absolument rien à ce qu'ils font. Les métiers sont... Il y a des coordinateurs de flux transverses, des analystes de spectre. Je pourrais trouver 1000 intitulés. Donc, en fait, eux-mêmes, parce que c'est de plus en plus technique. Alors, eux peuvent savoir ce qu'ils font, mais parfois, le sens est trop différé, si vous voulez, et on ne voit plus vraiment à quoi on correspond. Et je crois que c'est un besoin absolument essentiel à tous les âges de la vie, de pouvoir dire, voilà, je sers à ça et je vois immédiatement le résultat de ce que j'entreprends. C'est-à-dire, on devrait être capable de formuler chacun en quelques mots ou en une minute à quoi sert mon job. Exactement. À quoi je sers dans mon job. Et cette absence de sens, liée à une technicisation accrue, fait c'est plus un épiphénomène maintenant, mais un phénomène qui fait que vous remarquerez que tous les gens qui quittent tout, qui ont un beau boulot, des belles formations, des belles rémunérations,
des belles organisations qui et c'est toujours pour la même chose, soit un métier manuel, soit un métier relationnel, c'est-à-dire où il y a de la matière concrète et où on voit immédiatement le résultat de ce qu'on est en train d'entreprendre. Donc il y a une exigence de sens d'autant plus forte qu'il y a une technicisation accrue des tâches. Vous alertez aussi sur la bureaucratie des entreprises, vous dites elle est pire que l'État, celle de l'État. Non, mais ça fait longtemps, j'avais écrit un livre sur les process, trop de réunions, trop de... Voilà, et tout ça, en fait, on parle toujours de la pénibilité physique, que je ne conteste pas du tout, mais il y a vraiment la pénibilité morale dans les grandes entreprises où les gens ont le sentiment d'être passifs, d'être pris dans des injonctions contradictoires, d'appliquer pour appliquer, ne savent pas vraiment pourquoi ils appliquent ce process et deviennent même pas des sujets, des personnes, des autonomies, parce qu'ils n'agissent pas, ils ne peuvent pas agir à partir d'eux-mêmes, ils n'ont pas la capacité de prendre un risque, ils ne peuvent pas toujours répondre à la question du sens de ce qu'ils font, et donc ils sont dans une logique très procédurale. J'entends process, pas simplement les normes réglementaires, qui est du côté du juridique, et là il y a une inflation effectivement législative, mais j'entends les process comme des normes comportementales, des normes langagières. Le fonctionnement de l'entreprise. Exactement, des normes managériales. On le fait parce qu'on doit le faire, mais si on le fait, on sait qu'on est un peu absurde, mais si on ne le fait pas, on est considéré comme ringard. Et ça engourdit les intelligences et ça paralyse l'action la plupart du temps. Vous dites par exemple, pour bien faire, il faudrait supprimer la moitié des réunions. C'est ça. 60... Et il faudrait supprimer un truc absolument horrible qui parfois ouvre certaines des réunions, et je crois que tous ceux qui en ont eu dans leur vie connaissent ça, c'est le tour de table. C'est l'enfer. Où il y a 30 personnes autour de la table et chacun doit dire d'un mot qui il est, ce qu'il fait, etc. C'est l'enfer parce qu'on ne se souvient ni du prénom ni de la fonction. On a déjà perdu 10 minutes de travail en On se demande ce qu'on va dire soi-même, déjà. Ouais. On est stressé, donc on n'écoute pas ce que dit l'autre. Enfin, c'est abominable. Chez Marc Fauvel. Mais ça, c'est vrai que c'est un process, c'est une norme comportementale, on le fait. Et si on pouvait faire le ménage sur tout ce type de stéréotypes et de normes, je vous assure que les gens se sentiraient plus actifs et moins paralysés dans ces manières de faire stéréotypées. Dans ce cas-là, est-ce que le télétravail peut être une solution, justement ? On y gagne en autonomie, on est chez soi. Est-ce que c'est une bonne chose ? Alors, il y a du bon et du mauvais. Bien sûr que le télétravail est une libération psychologique. Il y a moins de comédie humaine qui se joue, de théâtralité humaine qui se joue dès lors qu'on n'est plus les uns à côté des autres dans des bureaux. Effectivement, moi, je crois que ça libère une grande partie des collaborateurs. Tout ce qui va vers plus d'autonomie, plus de liberté, de toute façon, c'est une force qui va contre laquelle on ne peut pas revenir. Il y a bien sûr des inconvénients au télétravail. Je trouve qu'on invoque souvent le problème du collectif qui n'en est pas du tout un pour moi. Oui, on va plus pouvoir travailler en équipe parce qu'il y a le télétravail. Quand on est dans une forme d'hybridation, pas en télétravail confiné 5 jours sur 5. 1 ou 2 jours par semaine. Oui, voilà, 1 jour par semaine. C'est pas du tout le collectif qui est le problème du télétravail. Au contraire, je pense qu'il va renforcer le collectif. Quand on sait qu'on n'a plus son collaborateur sous l'œil en permanence et qu'on le voit 1 fois ou 2 par semaine, et ben les moments ensemble, les réunions justement que vous évoquiez tout à l'heure, sont beaucoup plus efficacement pensées. On sait pourquoi on est là, on sait ce qu'on va y dire et au contraire, ça redensifie le collectif qui avait une tendance à être de la guimauve, de l'osmose ensemble et une perte de temps considérable. Donc pour moi, le gros inconvénient, si vous voulez, si je vais très vite du télétravail, c'est l'amplification des inégalités sociales. C'est pas du tout le problème d'un collectif managérial. Juliette Funès, avec le report de l'âge légal à 64 ans, les femmes se trouvent davantage pénalisées que les hommes. C'est ce que dit l'étude d'impact commandée par le gouvernement avec sa réforme des retraites. On sait que les femmes aujourd'hui à la retraite touchent 40% de moins que les hommes. Est-ce que c'est au système des retraites de corriger aujourd'hui cette différence de salaire qu'il y a pendant toute leur carrière? C'est à l'État bien sûr de corriger les moindres injustices. Il n'y a aucune raison que les femmes aient moins que les hommes. Mais il faut attendre néanmoins qu'elles soient à la retraite pour le corriger? Il faut le corriger le plus vite possible. Mais le problème, c'est que les femmes sont de toute façon les grandes perdantes, quand bien même les chiffres seraient équivalents et seraient les mêmes entre hommes et femmes. C'est pour ça que quand on est féministe, je trouve qu'on ne peut pas non plus valoriser la parité parce qu'on est toujours dans une égalité statistique. Or, pourquoi je dis que les femmes sont toujours les grandes perdantes? Parce que dans 90% des cas, les femmes n'ont pas du tout la même vie que les hommes. Donc, quand bien même tout est égal par ailleurs au travail... Même si on arrive à faire la parité dans les conseils d'administration, etc. Oui, les femmes qui en plus ont des hautes responsabilités et qui ont en plus leur vie de famille, vous imaginez comment elles sont. Elles sont gagnantes, mais perdantes d'une certaine façon. Plus elles ont, plus elles perdent de liberté. Donc, tant qu'on n'a pas travaillé politiquement, socialement, économiquement sur une égalité de vie entre hommes et femmes, sur un partage des tâches domestiques, familiales, ménagères et tout ce que vous voulez, les femmes seront toujours perdantes d'une certaine manière. C'est la question de la charge mentale. Par exemple, Exactement. Sandrine Rousseau disait « Moi, j'ai un mari déconstruit. » Résultat, ils mettent sur tout. En fait, est-ce qu'il faut que les hommes se déconstruisent eux-mêmes pour pouvoir changer le quotidien des femmes ? Non, pas du tout. Moi, je suis pas un mari déconstruit, mais il faut construire autrement la société. C'est pas une déconstruction des hommes. C'est pas du tout ça, mais c'est un partage plus juste. Et tant que les femmes ne sont pas dans ce partage plus juste, elles sont perdantes.
ont une charge mentale considérable. Vous prenez une femme à 40 ans qui bosse et qui a une vie familiale et un homme à 40 ans, vous allez voir que c'est, dans 90% des cas, c'est pas du tout la même charge mentale. Est-ce que c'est à l'État de lutter contre la charge mentale? Ou est-ce que c'est à aux l'État, entreprises c'est de aux le faire? réformes. Ou est-ce que c'est au niveau de C'est à chaque tout le couple ou de monde. chaque personne? C'est politique, c'est économique, c'est social, de travailler à une meilleure répartition. Donc pour moi, vraiment, le problème de la femme aujourd'hui, c'est pas, bien sûr qu'il faut résoudre le problème de l'égalité statistique et des chiffres, qui est une parfaite égalité, surtout, mais c'est surtout de résoudre ce problème d'égalité de vie, qui est le nouveau qui est un chantier à part entière. Est-ce qu'il y a une histoire de cliché aussi? On sait que quand une femme devient mère, son retour à l'emploi va être beaucoup plus compliqué, alors que quand un homme devient père, il peut même avoir une promotion parce qu'il devient père de famille et donc il est considéré comme plus responsable. Plus mûr, Voilà, plus mûr, plus responsable. Est-ce qu'il faut lutter contre ces clichés-là? Bah oui, tous les clichés sexistes, de toute façon, il faut lutter contre. Mais là où c'est plus insidieux, c'est que même les tentatives d'égalitarisation, comme je disais, la parité, par exemple, on pourrait dire que ça valorise la femme, mais non, ça la surcharge d'une certaine façon. Alors, je dis alors pas comment qu'il on fait s'il ne faut pas leur laisser de la il faut place? travailler sur la répartition dans la vie familiale, domestique, ménagère. C'est là-dessus qu'il faut maintenant travailler en résolvant évidemment les problèmes d'égalité. Mais comment l'État peut rentrer dans les ménages des Français? C'est ça qui est compliqué. Ça, c'est un problème politique, économique, mais il y a des façons de répartir les choses. Il y a des façons d'ajuster un peu les choses. Il n'y a pas de raison que les femmes aient tout sur elles. Et moi, vous êtes plus jeune que moi, mais notre génération, vous voyez des femmes qui ne travaillent pas, qui préfèrent finalement éduquer leurs enfants et qui culpabilisent de ne pas travailler, et les femmes qui travaillent et qui sont surchargées mentalement. Donc, est-ce qu'on ne peut pas trouver quand même un équilibre plus juste? Et il faut travailler politiquement, bien sûr, mais il y a toujours des solutions. Juliette Funès, philosophe spécialiste du travail, signale votre dernier livre publié aux éditions de l'Observatoire, Le siècle des égarés. On vous retrouve, j'ai dit une bêtise? Non, c'est tout bon. Tant mieux. 8h50, le fil info. Maureen Sfénière, on vous retrouve dans un instant. Nous répondons aux besoins exprimés par les Ukrainiens, notamment en termes d'artillerie, assure sur France Info ce matin la porte-parole du Quai d'Orsay. La France n'a pour le moment pas répondu à l'appel de Kiev qui demande la livraison de chars de combat. À la veille d'une seconde journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, appelle les parlementaires à ne pas aller tête baissée sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Le texte est examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. En l'état, 12 députés de la majorité affirment qu'ils ne voteront pas pour la réforme. Des passes sanitaires à plus de 300 €, des faux, 11 000 au total. 5 prévenus sont jugés aujourd'hui pour cette escroquerie en bande organisée qui a permis d'amasser 400 000 €. Noël Le Graët sera pouvoir consulter les résultats de l'enquête le concernant, commandée par le ministère des Sports. Les conclusions sont rendues aujourd'hui après des accusations de harcèlement moral et sexuel visant le patron de la Fédération française de football. Il est pour le moment en retrait de ses fonctions. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec Juliette Funès, philosophe spécialiste du travail et du monde de l'entreprise. Parmi les arguments utilisés par la gauche pour contrer la réforme des retraites, il y a le fait qu'on n'en demande pas assez aux plus riches dans le pays. Les millionnaires, les milliardaires en France sont devenus un problème aux yeux de certains, dont Jean-Luc Mélenchon. Écoutez ce qu'il a dit ce week-end. Nous avons dans notre pays la pire des offenses. Le premier milliardaire du monde est français. Il n'y en a pas un d'entre nous qui a trouvé que c'était une bonne idée. Accumuler de l'argent est immoral. Puisque qu'est-ce qui est accumulé? Ce qu'on a pris aux autres. Accumuler de l'argent est immoral, dit Jean-Luc Mélenchon. Vous comprenez ce qu'il dit? Oui, je comprends ce qu'il dit et je comprends surtout que c'est un chef politique qui dérive très vite vers un directeur de conscience et que quand la politique se mêle de morale, ça devient très dangereux. La politique, c'est comment avoir un contrat social plus juste. Elle s'occupe du juste et de l'injuste pour vivre ensemble. La morale, c'est le bien et le mal. Or, quand la politique, le juste et l'injuste commencent à dériver vers le bien ou le mal, ça peut être très dangereux. L'histoire est truffée de moments de crimes. Les pires crimes ont toujours été commis au nom du bien de l'humanité. Donc, il ne faut pas mélanger, à mon sens, la politique et la morale. C'est deux registres complètement différents. On peut rester soucieux des injustices
évidemment, sans tomber dans une traque moralisatrice, dans un assainissement moralisateur. On peut vouloir réduire la pauvreté, mais c'est un problème d'économie, de tuyauterie économique, de politique, et certainement pas d'idéologie morale et de haine des classes. Et deuxièmement, je crois que l'intelligence est vaincue et la lucidité est vraiment faussée dès lors qu'elle est animée et précédée par une sorte de complexe, de haine, de jalousie, de ressentiment. Et on a l'impression, en écoutant ce type de discours, que c'est moins un désir d'égalité qu'un besoin de vengeance qui est à l'œuvre dans ce type de raisonnement. Donc quand une action, quand un projet politique ne prend de consistance que par l'énergie d'un non, d'un ressentiment, d'une jalousie, d'une haine de classe, ça s'appelle le ressentiment et on ne peut pas en faire un projet politique et un idéal moral. Vous diriez que les Français, dans leur histoire, ont un problème avec les riches ? Oui, on est un pays très complexé. J'étais il y a très peu de temps aux États-Unis. La richesse, gagner de l'argent, c'est une fierté. Ici, c'est un complexe. Je crois que ça s'explique historiquement. Tocqueville expliquait aussi ça d'une certaine façon, même si on est une démocratie. Aujourd'hui, on est dans notre imaginaire très aristocratique. Encore, vous avez vu comment on choisit les études pour nos enfants, les gilets jaunes. C'est-à-dire le riche, c'est celui dont on va couper la tête. Oui, c'est celui dont on va couper et celui qui hérite, qui n'a pas de mérite. C'est encore une histoire d'héritage, d'injustice, de privilège. Et on n'a pas encore une vision de la richesse comme mérite, comme accomplissement à partir de soi-même. Donc on est très complexé par beaucoup de choses dans notre pays et donc on se soumet à cette préemption morale qui me semble mortifère pour l'avancée. C'est-à-dire, pour en revenir à ce qui nous a occupé pendant cet entretien, dans les entreprises, les bulletins de salaire, les salaires devraient être publics. Vous pensez qu'on devrait pouvoir connaître le salaire de son voisin, de son chef, de son collaborateur ? Parler d'argent plus facilement. Oui, parler d'argent plus facilement, ça me gêne pas, mais il y a tellement de jalousie, tellement de ressentiment, et on n'est tellement pas dans une culture, comme on le disait au tout début, de la différence, on ne comprend pas qu'il y a des différences qui peuvent être justes, ça s'appelle l'équité. Donc si on rentrait dans cette logique-là, il faudrait accepter de parler des différences et de ne pas sans cesse les amalgamer avec des injustices. Et donc il y a tout un travail sur la différence à faire dans notre pays. Donc ça veut dire que l'argument, par exemple, de Bruno Le Maire sur les milliardaires, par exemple, c'est la réponse qu'il fait à Jean-Luc Mélenchon. Ces milliardaires, ces millionnaires, en fait, ils ont créé des entreprises, ils ont créé des emplois, ils ont pris leurs risques. Ça, c'est une vraie réponse à ce que dit Jean-Luc Mélenchon après, sur l'immoralité des milliardaires. Je ne sais pas, je ne vais pas du tout rentrer dans le cas de certains milliardaires, je ne connais pas leur fortune, etc. Certains étant, ça nous ramène à ce que vous venez de dire, des héritiers aussi. Oui. Voilà, mais les riches ne sont pas d'emblée coupables, ce n'est pas une essentialisation possible. Donc voilà, je crois qu'il faut décomplexer ce sujet de l'argent et évidemment mieux le répartir. On est tous pour un peu moins de pauvreté, beaucoup moins d'injustice, beaucoup moins de discrimination, mais je ne crois pas du tout que ce soit en stigmatisant. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon appelle toujours au collectif, à une société harmonieuse, et ce n'est pas en stigmatisant les riches contre les pauvres qu'on arrive à ce type de société idéale. Juliette Funès, je voudrais qu'on dise un mot, si vous le permettez, du plan du gouvernement qui a été présenté ce matin contre le racisme, puisqu'il y a un volet qui concerne directement les entreprises. Le gouvernement souhaite généraliser la pratique du testing, c'est-à-dire l'envoi de plusieurs CV avec plusieurs noms à consonances différentes pour voir si les entreprises discriminent ou pas. Est-ce que ça vous semble être la bonne méthode pour faire baisser le nombre de discriminations, au moins dans le monde du travail ? Alors, c'est toujours une bonne méthode. Moi, je trouve que d'alerter et de voir et de diagnostiquer si on a du racisme en France, c'est toujours une bonne mesure. En revanche, je ne suis pas sûre de l'efficacité parce que quand vous êtes en face d'un raciste, vous avez beau être appelé, parce que votre CV était anonyme, vous avez beau être appelé, si vous avez un raciste en face, il ne vous prendra pas si vous êtes de couleur ou ce que vous voulez. Donc ça permet de quantifier le phénomène. Voilà, ouais. Ça ne permet pas forcément de le résoudre. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que l'inclusion, la diversité se réduit, là encore, c'est un peu comme ce qu'on disait sur la parité tout à l'heure, se réduit à une figuration statistique. On ne veut pas ce noir, on veut un noir. C'est-à-dire que l'adjectif devient très vite substantif. Dès que l'adjectif devient substantif, on est dans une figuration statistique et on n'est pas du tout de la reconnaissance de la singularité, dans de la consécration du mérite, dans de la reconnaissance véritable. Donc malheureusement, ça peut être un premier pas. Il faut bien avoir ce type d'approche pour intégrer les gens qui ont des particularités, les personnes handicapées, etc. Mais on n'est pas encore du tout dans une reconnaissance absolue. On est loin de ça. Vous dites les quotas, la discrimination positive, c'est pas ce qu'il faut faire ?
concrètement ? Si, c'est ce qu'il faut faire pour amorcer évidemment la machine, mais on arrivera à une vraie reconnaissance quand on voudra cette personne-là parce que c'est celle-ci et pas parce qu'elle remplit une case en disant voilà, j'ai un handicapé, j'ai un noir, j'ai un homosexuel, l'affaire Benetton si vous voulez. Or, dans les entreprises aujourd'hui, on a un peu cette impression-là. Donc oui, c'est un début, c'est une première marche, une première étape, mais ça ne me semble pas du tout résoudre le problème de l'intégration et de l'égalité absolue des personnes de couleur ou des personnes qui ont des particularités. Merci Julia de Funès. Je resignale votre dernier ouvrage, Le siècle des égarés, paru aux éditions de l'Observatoire. Merci et beaucoup bonne journée à vous. Merci.